Le week-end dernier, on vous expliquait que la semaine à venir était cruciale sur le dossier ukrainien et puis plus largement d'ailleurs sur la sécurité européenne. Et de fait, cette semaine a peut-être permis de fixer les choses, mais pas forcément dans le bon sens pour ce qui nous concerne. Explication, Donald Trump publie un document sur sa vision du monde et en l'occurrence de l'Europe, et c'est peu dire qu'il nous considère sur la voie d'un dangereux déclin. On va vous expliquer ça dans un instant. Dans le même temps, Emmanuel Macron est en Chine pour tenter une pression sympathique sur le président chinois pour calmer les ardeurs russes. Sans surprise, peu d'impact dans cette visite. Dans le même temps également, Vladimir Poutine est en Inde, reçu de façon assez impériale comme un pas énorme vers une Inde qui a choisi son camp. Et puis le chancelier allemand et Ursula von der Leyen sont à Bruxelles pour tenter de débloquer les avoirs russes pour aider l'Ukraine. Tout ça en même temps donc. Magali, on va commencer avec vous sur ce fameux document dont je parlais il y a un instant. C'est le président des États-Unis qui le signe et il ne prédit rien de moins que l'effacement civilisationnel de la vieille Europe. Est-ce que vous avez des exemples ? Il en donne des exemples dans cette revue stratégique américaine qu'il faut lire pour comprendre vraiment la vision de Donald Trump. Et il nous dépeint une Europe, en effet, en plein effacement civilisationnel, en déclin économique, qui manque de confiance en elle. L'Europe sera méconnaissable dans 20 ans si les tendances actuelles se poursuivent. Alors il liste quantité de problèmes européens, la perte d'identité, la chute de la natalité, la censure de la liberté d'expression, l'asphyxie réglementaire et bien sûr, l'immigration incontrôlée. Et il le dit à ce moment-là, l'ère des migrations de masse doit prendre fin. Sinon, il est plus que plausible que d'ici quelques décennies ou plus tard, certains membres de l'OTAN deviennent majoritairement non-européens, c'est-à-dire l'idée d'un grand remplacement, d'une submersion migratoire qu'on trouve vraiment dans ce texte. Alors, au-delà de cette charge, il y a manifestement, en tout cas, une volonté d'ingérence dans nos démocraties, une volonté de vouloir refasonner l'Europe. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on comprend que si l'Europe veut s'en sortir, aux yeux de Donald Trump, eh bien, elle doit appliquer les méthodes de Donald Trump. Et, oui. Et alors, il le dit ouvertement, les États-Unis encouragent leurs alliés politiques en Europe à promouvoir un renouveau spirituel. Et alors, regardez ce passage-là. L'influence croissante des partis politiques européens est de fait source d'optimisme. Parti politique patriotique européen, il manque un mot. Et cette idée qu'en effet on peut peser dans les élections, dans les élections en Europe, c'est vraiment en fait une Europe trumpiste, une Europe MAGA que veut Donald Trump, et il veut pousser en fait les partis européens qui soutiennent cette ligne-là. Alors après, il y a un autre point plus général. On sent bien que c'est l'Amérique d'abord et que ça annonce aussi un désengagement des États-Unis dans les affaires du monde, avec un réajustement aussi de la présence américaine. L'époque où les États-Unis soutenaient à eux seuls l'ordre mondial, comme Atlas, est révolue. Je noterai aussi ce qu'il dit sur la Russie. Parce que sur la Russie, on n'est pas dans l'idée d'une menace existentielle comme dans d'autres pays européens. C'est ce que note Donald Trump. Au contraire, il dit qu'il faut rétablir en fait une stabilité stratégique avec la Russie. Et l'administration Trump, d'ailleurs, il ajoute, se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes concernant cette guerre. Des gouvernements minoritaires instables qui poussent cette vision-là en Europe, et on comprendra à quel point, dans ces mots-là, la France notamment, est bien sûr visée. La charge est violente. Alors ce document de stratégie militaire, c'est quelque chose qui est publié assez régulièrement, François Chauvency. Oui. En général, on n'y lit pas ce genre de choses qui sont quand même effectivement une forme de règlement de compte ou de mise au point assez violente. Je n'irai pas jusqu'à là. Je dirais simplement que chaque président de la République, président des États-Unis, quand il arrive aux affaires, enfin les autres font pareil maintenant, font une revue stratégique en quelque sorte. Et ben là, c'est la position américaine sur comment les États-Unis voient le reste du monde et sa politique étrangère. Et quand on lit l'ensemble du document, comme je le répète, il faut effectivement le lire parce qu'il est extrêmement intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et il n'y a pas que la question militaire qui est abordée, puisque finalement, elle n'est pas tellement présente. C'est quand même la vision du monde selon Trump. Et en fait, tout ce qu'on a entendu depuis son élection
correspond à ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours oui, Trump, par certains moments, on ne sait pas où il va, c'est vrai, on l'a dit régulièrement, mais quand on lit ce document, on voit bien que ces remarques régulières ou ces sorties correspondent en grande partie à ce qui est dedans. Donc on est bien, pour moi, je synthétise ça d'une autre manière, c'est plutôt un appel au réveil de l'Occident sous, je dirais, l'autorité américaine, et que les États-Unis sont prêts à aider tous les États qui iront dans ce sens-là, y compris les Européens, parce que quand même il y a un gros paragraphe sur les Européens en disant si vous allez dans le bon sens, on vous aidera. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On est bien sur la recomposition d'un monde occidental qui n'existait plus aujourd'hui, mais autour de qui ? Autour des États-Unis. Donc alors, ça peut être MAGA, pas MAGA, mais effectivement, les questions civilisationnelles sont abordées. Elles sont centrales. Elles sont centrales. Ouais. On n'est donc pas uniquement sur une question militaire, on est sur une vision du monde selon les Trumpistes et MAGA. Alors on a J.D. Vance qui appuie d'ailleurs sur ces propos de Donald Trump. On va écouter un extrait de ce qu'il a dit. Il va même un peu plus loin, puisque, écoutez bien, il permet quand même de glisser que la Chine et la Russie ne sont pas nos adversaires a priori. Écoutez. La menace qui me semble la plus inquiétante pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. La menace qui m'inquiète le plus vient de l'intérieur. L'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, comme dans toute l'Europe, j'en ai peur, la liberté d'expression est en déclin. Est-ce qu'il ne faut pas, Bélier Nabli, y voir une façon de justifier le positionnement américain qui a l'air de se clarifier de plus en plus vis-à-vis notamment de la Russie ? Oui, c'est un élément très intéressant et assez remarquable. D'un côté, ce document n'est pas surprenant parce qu'il fait directement écho à cette conférence de Munich qui en elle-même était historique à l'époque, puisque finalement le document était exprimé dans son esprit même. Oui, c'est ce que disait par la voix du vice-président. Quand il a dit ça, oui. Et en même temps, le regard décliniste qui est porté sur l'Europe fait écho au discours décliniste porté sur l'Europe dans la bouche de Vladimir Poutine. Cette vision de l'Europe déclinante, voire décadente, c'est exactement le regard de Moscou sur l'Europe. Donc le rapprochement stratégique entre la Russie et les États-Unis s'explique aussi par ce type de vision qui a pour finalement principale victime, si j'ose dire, l'Europe. Tout ça pour dire aussi que c'est un regard idéologique. On n'est pas dans une rationalité neutre. On n'est pas dans un regard scientifique. C'est un regard strictement, et d'abord et avant tout, idéologique, qui conjugue à la fois, ou qui puise à la fois dans le néoconservatisme qu'on a connu sous George W. Bush au début des années 2000, et dans l'isolationnisme américain assez traditionnel. Une conjugaison des deux qui donne cette vision-là qui n'est pas celle du choc des civilisations, mais qui est d'abord et avant tout, de mon point de vue, le regard d'une puissance impériale. Oui, c'est ça. C'est une puissance impériale. Et c'est illustré de façon particulièrement évidente cette semaine. Je me tourne vers vous, Violeta Moscalou. Je disais tout à l'heure, donc on a effectivement cette revue qui est publiée, c'était hier, me semble-t-il, ou hier dans la journée. On a en même temps un Emmanuel Macron qui va en Chine, qui n'obtient pas grand-chose, si ce n'est rien, du président de Chine, en tout cas pour ce qui concerne le dossier ukrainien. On a un Vladimir Poutine qui va en Inde et qui fait ami-ami avec M. Modi, qui a toujours essayé de rester un petit peu, non pas sur la réserve, non pas sur la neutralité, mais en tout cas de prendre un petit peu ses distances et de faire un peu attention à son positionnement. En l'occurrence, il reçoit Vladimir Poutine en grande pompe. On a le sentiment d'une semaine où l'Europe pourrait finir un peu sonnée, quoi. Effectivement, on est en pleine confrontation frontale entre des logiques que j'appellerais prédatrices en fait, et qui se ressemblent, s'assemblent. Quand vous dites très bien que Trump et Poutine, ils ont à peu près les mêmes discours. Effectivement, il n'y a pas de quoi être surpris, sauf que autour de Trump, il y a encore des institutions, il y a quelque chose qui fait que malgré toute sa posture qui serait un peu kleptocratique, qui ferait un État qui ne servirait que les intérêts de business et des deals et qui a rien à faire des autres paramètres, des valeurs et autres, en fait, à des principes qui ont été les nôtres, en fait, ceux de l'Occident. Lui, il peut pas faire n'importe quoi. S'il se retrouvait à un moment donné dans un système où toutes les institutions étaient à la botte, en fait, comme en Russie, au Kremlin, il ferait pas très différent de Poutine, en fait. Il a déjà eu des déclarations pour dire Canada, Groenland, en fait, tout ça. Donc, on voit ici, effectivement,
incarnation des logiques extrêmement prédatrices en fait, qui sont dans des deux côtés de l'océan, et donc l'Europe qui effectivement est menacée en fait, donc et par rapport en plus à la Chine, Moyen-Orient, l'Inde, qui sont pas des espaces très démocratiques. Mais par contre, je pense que pour nous, c'est l'heure d'un sursaut quand même de courage, parce que il faut quand même pas oublier que l'Europe, l'Union européenne, c'est 20% de l'économie mondiale, qu'on arrête maintenant à pleurer, à s'accrocher, à regarder à Moscou, à Washington ou à Pékin, et qu'on commence à impulser. En fait, c'est la question qu'on se pose. On se demande si Donald Trump, notamment, est là pour nous appuyer sur la tête ou pour secouer le cocotier, au contraire. Il y a un peu de ça, quand même. C'est les deux, en fait. Ce qu'il fait, c'est là pour secouer vraiment les leaders au niveau européen, et qu'on soit face, en fait, à cette menace, effectivement, civilisationnelle. Parce que ce sont des logiques prédatrices et kleptocratiques de part et d'autre, en fait. Et on est le seul sursaut un peu d'espoir pour une jeunesse au niveau mondial. En fait, moi, j'ai travaillé pendant des années en Afrique, j'ai travaillé en Haïti, dans les Balkans, l'Ukraine aussi, mais qui se disent, ces jeunes, cette nouvelle génération, qui se disent, mais ce monde, il devient fou, où va-t-on? Et c'est à Paris, à Bruxelles, en fait, c'est en Europe qu'on doit trouver quand même des éléments de réponse pour dire que non, on ne vivra pas dans un monde régi par la loi de la jungle, et qu'on va tout faire pour préserver encore un monde où le droit international vaut quelque chose. Oui. Rapidement. Alors, le problème, il y a deux problèmes du point de vue européen, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'Europe n'incarne pas pour autant une véritable alternative, notamment du point de vue justement du reste du monde, parce qu'il y a aussi une forme de pragmatisme et de cynisme européen. Et l'Europe n'est pas à la hauteur des valeurs qu'elle promeut, notamment dans ses traités fondateurs, notamment dans le respect du droit international. Et deuxième élément, et c'est tout à fait remarquable, en dépit de l'acte de rupture qu'exprime assez clairement et nettement le président américain, on a en face, côté européen, notamment par la voix de ce qu'on pourrait appeler la ministre des Affaires étrangères européenne, Madame Kallas, une forme de déni. Elle a encore dit non, les États-Unis, malgré tout, demeurent. On écoute si vous voulez. On a l'extrait. On va écouter justement Kaja Kallas, c'était ce matin. Et vous savez, les États-Unis restent notre plus grand allié, et j'ai également lu que nous restons leur plus grand allié, et qu'il est également dans l'intérêt des États-Unis que l'Europe perdure, et que nous restons vraiment leurs alliés, et que nous travaillons ensemble pour ces causes. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur différents sujets, mais je pense que le principe général reste le même. Nous sommes les plus grands alliés, et nous devons rester unis. C'est vrai que ça pose la question, est-ce que c'est malin ou est-ce que c'est un aveu de féodalité quand même, de la part de Kaja Kallas? Oui, puis moi je trouve que c'est un sentiment de malaise. Vous avez un partenaire historique qui vous dit qu'il faut tourner la page. On pourrait faire une analogie par rapport à une relation amoureuse. Et de l'autre, vous avez l'autre partenaire qui vous dit « Mais non, on continue comme ça, même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. » Non, il faut acter une volonté américaine de tourner la page sur le plan historique par rapport à la nature de la relation entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe ne veut plus, les États-Unis ne veulent plus assumer la responsabilité de notre sécurité, et on n'en tire pas toutes les conséquences, en dépit de grands mots comme l'autonomie stratégique européenne. Et on préfère rappeler que, voilà, on reste malgré tout liés. Mais par quoi ? Puisqu'il n'y a plus de volonté